Yeah les amis, c'est parti pour le sommaire. Je suis avec le flamboyant, le merveilleux, le beau gosse Greg. Raconte-nous ce qu'on a au programme de cet épisode. Eh bien, ça y est, on sort des cartons notre épisode sur Ultimedia Box avec Jeff, donc qui a fait son décodeur avec des matchs NBA des années 90, enfin tout ce que nous on adore. On l'a laissé avec un maximum de George Eddy dedans. Voilà, donc le spécialiste du sport américain sur Canal+. Et donc il va raviver plein de souvenirs et puis il y a tout ce qu'il a mis autour et évidemment le rapport avec les cartes. Donc ça y est, et je pense qu'il sera pas déçu parce que l'épisode, je pense, va plaire et l'issue en plus avec le concours sera en adéquation avec le thème. Voilà, on va aussi avoir des petites news. Alors, on vous cache pas qu'en comité de rédaction, on a un peu rien branlé pour cet épisode. Un peu la flemme, c'est l'été, tout ça, mais vous le savez, on va essayer de vous faire quand même des news sympatoches. On va retrouver aussi Maître Magouille. Oui, classique. En direct d'une destination encore inconnue, mais je exactement. Pense qu'il va nous surprendre. Et un énorme jeu concours. Ouais, là, le big jeu concours avec Trez & Chase qu'on remercie déjà d'avance et je pense que vous allez pas être déçus du voyage parce qu'on peut le dire, pour l'instant, c'est le plus gros lot qu'on puisse dire et mettre à gagner depuis l'histoire de Podcart. Ouais, un super et magnifique lot, vous allez pas être déçus les amis. Allez, c'est parti, on lance l'épisode. Et ben, let's go. Bah ouais, parce que c'est Greg, mon pitcher, c'est lui qui lance. C'est les news. Et oui, c'est moi aussi qui lance parfois les news, mon Adri. Qu'est-ce qu'on a au programme ? J'ai pris mon gant de catcheur et j'ai réceptionné les news. Cette semaine, un mois un peu calme, mais il y a quand même du lourd au programme avec l'arrivée de 2 nouvelles licences chez Upper Deck. Une licence sur une ligue de catch AEW Wrestling. D'accord, ouais, alors moi je connaissais pas, bon je suis pas un spécialiste du catch, non, je connaissais moi la non plus. Voilà, WWE. Mais par contre, il y a l'air d'avoir des catcheurs connus, notamment Sting, le fameux catcheur masqué qui ressemble au groupe Kiss. Et il y a une one-of-one auto qui circulait en preview sur les images. C'est sympa. Bon, après, c'est du catch. Voilà. Moi, je suis un peu déçu. Je m'attendais à des trucs de ouf, comme par exemple des cartes de bowling ou des trucs incroyables. Mais non, on se retape une énième licence de catch. Ce catcheur, il rentre sur une chanson Message in the Bottle. D'accord. De Sting. Bien vu. Quelle grosse vanne. Merci à nos auteurs, merci Jean Roucas et Roland McDan, on vous aime. Oh les citations, ça fait peur. Ah bah on a les références qu'on a, on est un peu les chevaliers Las Palais du podcast. Donc voilà, et alors donc il y a le catch, mais alors l'info pour moi, donc c'était l'info du National qui avait lieu à Chicago, on en reparle après Adri, mais c'est la sortie de Upper Deck qui frappe un grand coup avec la boîte Skybox Metal Universe Champions, donc multisport, avec la signature de Jean d'Arena Design qu'on avait reçu dans notre épisode spécial féminin et le hobby. Donc incroyable parce qu'on va retrouver des Precious Metal Game, des Jambalaya, enfin c'est fou. Alors oui, ils ont certains joueurs, il n'y a pas la licence ou c'est Jordan parce que c'est Upper Deck, mais rien que pour le côté nostalgique, ça donne envie. Alors, puis surtout, vous allez retrouver déjà du Jordan. Et puis, c'est une boîte multisport, un peu comme les Godwin Champions. Et moi, je trouve que ces produits-là sont intéressants parce que ça change des produits habituels où vous avez qu'un seul sport dans la boîte. Et ça vous permet de découvrir des athlètes ou d'acquérir des cartes d'athlètes qu'on trouve pas moins souvent, on va dire. Et c'est très sympa. Et vous allez retrouver des designs d'autrefois. Et c'est plutôt cool. Yes, alors la sortie, je crois que c'est en fin d'année, et donc ils disent vers novembre 2021. Ça risque d'être une belle folie, mais bon, on verra. De toute façon, en ce moment, tout est une folie. Ouais. Oui, mais là, il y a quand même une sacrée attente. Ça a fait quand même un buzz au National, donc pour en revenir. Donc, bon, pour rigoler, on a vu ces hordes de zombies là
se rentre dedans. Alors on sait que c'est un truc où il y a des milliers de collectionneurs, surtout avec la hype qui en ce moment, c'était de la folie. Bien sûr, les trois gars n'avaient pas de masque, donc forcément il y a eu des polémiques sur il y a pas les masques, ça m'a fait flipper cette horde de monde. Hein. Ah ouais, c'était flippant parce que non, mais c'est l'horreur. C'est l'usine, quoi. C'est juste ça qui fait chier, quoi. Mais c'est plus que l'usine, hein. C'est vraiment. C'est l'endroit où il faut être aussi. Ouais, mais ça perd son côté, son côté plaisir, son côté. Moi, je préfère. J'aimerais y être. Hein. Ouais, moi aussi, mais je sais pas si je prendrais beaucoup de plaisir, quoi. Ça fait très commercial, ça fait très. Oui. Non, mais il y a de tout. Il y a le côté très commercial et là où il y a le pognon et machin, mais à côté, t'as des stands où t'as des boîtes à $1. C'est Nico là qui me disait ça. Où dedans tout est à $1, t'as le temps de fouiner, tu prends ton temps, tu prends une chaise et tu peux trouver une petite pépite. Ouais, mais ça manque, tu vois, ça manque de charme quand même. Ça manque, je préfère les petits rendez-vous cosy qu'on avait comme au De Gaout ou les rassemblements. C'est sûr qu'en France, on risque pas d'avoir une horde de milliers de zombies de collectionneurs, ça c'est ça. Là, franchement, ça fait un peu peur. Moi qui ai déjà fait pour le boulot des salons comme ça, j'ai fait par exemple Kid Expo qui était un salon de fabricants de jeux et de jouets. C'est quand même l'usine, c'est quand même l'usine et ça fait flipper. Hein. Oui. Et ça m'a fait penser à ça un peu. Oui, voilà. Mais bon, c'était quand même l'événement incontournable et on a vu Ronaldinho d'ailleurs se rendre à Chicago et au National signer et s'afficher. Donc c'était la vedette aussi sur les lieux et puis les nombreux joueurs qui sont venus signer, les marques. Enfin voilà, c'était l'événement à ne pas louper à Chicago. Et on l'a loupé, voilà. Voilà. Mais bon, nous on était à Sénart et ça. Je crois que Maître Magouille était sur place. Dès qu'il y a du business à se faire, il est dans le coin. Il voyage beaucoup. Mais on n'était pas au National, mais là on a un épisode avec Jeff, donc d'Ultimedia Box, qui fait un truc révolutionnaire. Je pense que vous allez vous régaler. Et d'ailleurs, l'épisode tombe bien puisqu'il y a quelques jours, il y a West France qui a sorti un article sur Jeff, sur son Netflix de la NBA et sur ses matchs rétro. Ouais, c'est super cool, il commence à percer dans le game, notre ami Jeff. En tout cas, on le remercie pour son interview, c'était très chouette, vous allez l'écouter juste après. Mais t'as oublié la news la plus importante de ces derniers mois, mon Greg. Ah bon, alors là je suis perdu, rafraîchis-moi la mémoire. Oh là 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 là, tu me fais peur des fois, vraiment. Dans ta tête, il n'y a que le baseball. Alors que la vraie grosse news, c'est la re-signature d'Ovechkin à Washington. On attendait ça, c'était incroyable. J'en ai pas pleuré, mais j'étais pas très inquiet. Il a l'air signé, mais. Et pour l'occasion, il va se refaire la dentition cette fois-ci. Non, il a pas besoin de dents, il a juste besoin de battre le record de Gretzky. Et là, je suis chaud bouillant. Vive Ovechkin. C'est tendu là parce que franchement il vieillit et ça va dépendre aussi du supporting cast qu'il va avoir au fur et à mesure des années. Et s'il se blesse pas trop, là il était un peu blessé cette année donc il était loin des 50 pions habituels. C'est jouable mais ça va être tendu. Ok. Non, et puis alors donc tu parles de hockey parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses sur le baseball. Là on va faire sur le basket. Faut que les amis du sport US, du foot US, pardon, ne s'inquiètent pas. On a prévu des choses aussi. Puis comme la saison va reprendre, ce sera d'actualité. Donc voilà, c'est cyclique et puis on. Ouais, foot US. C'est vrai que moi ça fait un peu longtemps que j'ai pas trop suivi. Bon, t'as fait ton live déjà. Ouais, j'ai fait mon live. J'ai montré quelques Steelers, c'est tout. Dispo sur le réseau. Ouais, voilà. Et puis j'ai du mal à me fournir aussi en carte de NFL. Ça fait très très longtemps que j'en ai pas ouvert. Enfin, j'ai rien ouvert depuis très longtemps. Donc, mais c'est promis, on a deux vous oublie pas. Interlocuteurs qui sont collectionneurs et spécialistes du foot US et qui ont été aussi à des très hauts niveaux en équipe de France. Donc, on vous réserve ça. Donc, soyez patients et. Ça va arriver. On va essayer de traiter tous les sujets le plus souvent possible. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour ces news, Adri, et une petite pépite aussi quand même qu'on lance. Le 2 septembre, Bruce Bocci sera au Challenge de France normalement si tout se passe bien du côté de La Rochelle. Et quelque chose me dit qu'on vous réserve une très belle surprise aussi niveau carte. Restez connectés, on vous partagera ça et je pense que ça vaudra son pesant de cacahuètes. Pour peanuts. Exactement, les peanuts qu'on retrouve dans les Reese. Que tu adores manger. Que j'affectionne d'ailleurs, je me nourris que de Reeves maintenant. Ouais. Et t'as vu ce que je t'ai envoyé sur Facebook l'autre jour, c'est cool aussi. Il y a des espèces de barres chocolatées qui sont vendues dans des boîtes comme dans des boîtes de booster et c'est Ovechkin sur la boîte de
de barres chocolatées. Il faut et ça, c'est génial. Rotting Fizz, il faut qu'ils nous trouvent ça. Ouais, et c'est fabriqué par Cadbury ou un truc comme ça, je crois. Manu Jean-Charles, si vous nous écoutez, on vous offre cette mission. Ouais, et il a aussi ses propres céréales, Ovi. Enfin bon, bref, il est partout. Partout, c'est comme Jeter, en fait. Le meilleur. Donc en fait, tu vois, on était fait pour s'entendre. Ouais, sauf que, Ovechkin, c'est quand même mieux que Jeter. Quand il aura 5 bagues au doigt, il reviendra nous parler. Allez. Ok, ça marche, c'est moche. À bientôt, au revoir. Bon, allez, je démissionne, au revoir. Bon, après, c'est vrai que le trophée, entre le trophée des World Series et la Stanley Cup, au niveau du poids, tu peux en mettre 5, je pense que la Stanley, elle pèse toujours plus. Exactement, et au niveau de la murge qu'a pris Ovechkin après avoir gagné sa Coupe Stanley, je pense qu'il est devant Jeter. Oui, ça c'est sûr. Ok Adri, bon écoute, je pense qu'il est temps on lance l'interview de Jeff. C'est ça. C'est à toi de nous régaler, Jeff. À tout de suite. Salut, nous sommes en compagnie de Jeff qui est le créateur d'une boîte assez incroyable, Ultimedia Box. Salut Jeff. Salut à vous, merci de m'inviter. Et, vous êtes les premiers à m'inviter dans un podcast, donc ça fait extrêmement plaisir. Et puis allons-y. Yes. Alors merci à toi d'avoir répondu présent. Peux-tu nous présenter ton projet Ultimedia Box pour les auditeurs? Alors, Ultimedia Box, à la base, c'est un projet de collection de matchs, en fait, que j'ai commencé en 2016. Et j'avais déjà une collection importante de matchs, mais tout était dispersé, soit sur des disques durs, soit sur des DVD, soit sur des cassettes VHS même, qui dormaient dans des placards. Et un beau jour, j'en ai eu marre de tout ça. Je me suis dit, non, il faut que je digitalise tout ça, il faut que je numérise tout ça. Et c'est là que ça a commencé. Je me suis dit, je vais tout centraliser dans un media center qui sera dans une box, à un endroit fixe, qu'on branchera sur ma télé, sur une télé, quoi, en fait. Et puis, à partir de ce moment-là, le projet était né, quoi. D'accord. Et alors, tu numérises que des matchs de basket ou tu fais d'autres sports, comment ça se passe? À la base, j'étais parti sur quelque chose de très large, les sports US en général. D'accord. Parce que c'est vraiment ma passion, le basket en particulier, mais les sports US également. Et j'en ai tellement enregistré, j'en ai tellement eu au travers de ma collection que je voulais généraliser à tout le sport US. Football américain, hockey, baseball, enfin vous connaissez. Mais comme ma collection la plus importante, c'est que ça reste quand même le basket, et puis comme je voulais déjà bien maîtriser les tenants et aboutissants de la boxe, je me suis dit autant partir déjà sur le basket principalement, quoi. D'accord. Ok. Et vas-y, Greg. Ouais, non, parce que faut essayer un petit peu de comprendre, je pense, ton cheminement en tant que collectionneur déjà pour arriver à la boxe, parce qu'il y a tout en amont. Est-ce que tu as commencé à collectionner quelque chose en rapport avec le basket? Est-ce que tu étais joueur de basket? Comment tu as découvert la NBA, tout cet univers pour toi? Ah là, on remonte à très très loin là. Ça commence en 92. Comme beaucoup de jeunes à ce moment-là, j'avais 12-13 ans, je vois la Dream Team débarquer et là c'était parti, c'était comme énormément de gens, je pense en France, on est tous tombés dedans. Et là c'est des matchs de basket, c'est des cartes, c'est les fringues, c'est les posters dans la chambre. C'est regarder les matchs au lieu de faire ses devoirs, c'est aller sur le terrain. On se reconnaît tous dans ça. Exactement. C'est ça. Okay. Et même les cartes de basket à ce moment-là, c'était l'âge d'or de toute façon, donc on en trouvait même dans les paquets de Golden Grass. Donc c'est ça. Je collectionne les cartes, mais je me mets aussi à enregistrer les matchs qui passent sur Canal+ à l'époque, et puis après d'autres chaînes sur le satellite. Donc vraiment, c'est devenu un réflexe pour moi à ce moment-là. Je vois un match de NBA, c'était tellement rare à l'époque. Dès que je vois une image qui a un rapport avec le basket, tac, je l'enregistre, quoi, en fait. Et de là, j'ai accumulé énormément de cassettes. Ça a commencé par les VHS, et puis après, bien sûr, plus tard les DVD, puis ensuite les disques. Donc tu as toujours gardé tes cassettes, tes premiers enregistrements, tes cassettes? Ah ouais, toutes, je les ai toutes gardées. Et tes cartes, pareil?
Les cartes un peu moins. Les cartes, bizarrement, elles se sont dispersées avec le temps. C'est assez incroyable. C'est une constante chez tous les invités. Leurs cartes d'enfants sont disparues. C'est fou. Mais nous aussi. Nous aussi. Elles se volatilisent. Alors, c'est incroyable. Certes, j'étais pas un gros collectionneur à l'époque, faut être honnête. Je suis comme tout le monde, j'ai acheté mes petits paquets, j'essayais de compléter tous mes petits albums chaque année, mais très vite, j'étais un peu frustré parce que j'avais beaucoup de doubles. À l'époque, c'était terrible ça. Et j'arrivais jamais à finir réellement tous mes albums. Donc ça m'avait frustré, mais très vite, et puis très vite ça s'est un peu arrêté, faut être honnête, après avec les études aidant, et puis il y a eu une dégringolade, je pense à partir de 97-98, c'est ça. Il y a eu beaucoup moins de cartes sur le marché. Et Hyperdeck a arrêté la licence en France. Et actuellement, tu collectionnes plus du tout ou... Alors, en fait, je me suis remis un peu il y a 2-3 ans, en 2018, je pense. J'ai vraiment replongé, quoi. D'accord. Je me suis dit, tiens, entraînant un peu sur le Bon Coin ou sur Vintage, je sais plus, il y avait un gars qui vendait des sets complets. Je me suis dit, tiens, j'ai toujours rêvé d'avoir ce set complet. Et bah voilà. C'était encore à peu près abordable. ouais, non, mais carrément. En fait, c'était très très abordable. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai. Oui, t'as pu replonger. C'était genre. Et donc, toi, complet de 400. D'accord. Et tu collectionnes les sets ou tu fais vraiment juste des joueurs C'est plus les sets complets. D'accord. De faire. Les sets complets de vraiment des années 90, je suis resté bloqué jusqu'à 98, 99. Comme beaucoup d'entre nous, on a tous nos joueurs fétiches. Ouais, c'est une période fétiche, c'est vrai que c'est la période qui m'a marqué, donc les cartes ça se ressent encore plus. Après, je suis pas trop à la recherche d'autographes ou de cartes vraiment trop chères. Je pourrais pas mettre les prix des prix fous dedans, mais bon voilà, je me suis repris à acheter des classeurs ultra pro, des loaders, des slims, tout ça. Non, mais t'es collectionneur à part entière, il n'y a pas de plus fort ou de. Non, mais c'est vrai, les sets, c'est tout aussi incroyable de voir des gens qui ont des sets entiers parce que c'est pas évident. C'est même difficile à faire, moi je trouve. Exactement. Les sets. C'est super dur, je me suis rendu compte que c'était très très dur. Donc toujours une carte. Surtout si tu veux les bases, ça va encore, mais alors si tu veux les parallèles, etc., là c'est. Ah ouais, là. C'est horrible. Ouais, c'est compliqué. Après, je suis pas non plus un dingo. Je sais m'arrêter. Bah, c'est une grande qualité parce que c'est pas évident quand on est mordu. Mais voilà, en ayant arrêté pendant très longtemps et de reprendre d'un coup, on replonge très facilement et il y a un moment, des fois, il n'y a plus de limite. Et alors, donc ça c'est la période carte, et donc là on est sur ton projet personnel. Comment ça a cheminé quand tu as fait tes études? Est-ce que c'est en rapport avec ton métier? Parce qu'on va parler plus de technique après, mais comment t'es arrivé à élaborer ce projet dans ta tête? Alors pour la petite histoire, en fait, c'est si on a du temps. Est-ce qu'on a du temps ou pas? On a du temps. Oui, on a du temps. Non, parce que pour aller vite, je me retrouve en 2016 en vacances, tout simplement à la campagne, chez mon cousin, et dans une grande maison, mais on n'a pas Internet là-bas. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de réseau téléphonique. On est vraiment perdu en plein campus, et à un moment donné, on n'avait qu'un petit ordinateur portable avec des films dessus, et puis il avait ramené sa PlayStation aussi, donc on commence à vouloir jouer, mais sans connexion Internet, on n'a pas pu jouer, en fait, par exemple. Donc je me suis dit, tiens, c'est déjà un premier problème, c'est que sans connexion Internet, on peut pas jouer. Parce que le jeu pouvait pas se mettre à jour, c'est ça? Ouais, le jeu pouvait même pas se lancer. Le jeu nécessitait une connexion, d'accord. Et c'était un des premiers problèmes. Et le deuxième problème qui est arrivé, c'est que mon cousin me dit, mais toi qui collectionnes des matchs de basket depuis si longtemps, t'aurais pas une vidéo de Jordan à nous montrer, ou un match? Et j'avais rien sur moi, évidemment. J'avais pris un PC, j'avais quelques vidéos avec moi, mais j'avais pas toute ma collection. Et en y repensant, je me disais, mais qu'est-ce que ça représente, ma collection? Elle est où? Qu'est-ce que j'ai actuellement? Parce que j'avais plein de cassettes chez moi, j'avais plein de DVD, des piles de DVD qui s'entassent dans des cartons, mais en fait, j'avais pas une réelle vision de toute ma collection, en fait.
Et c'est à partir de ce moment-là, en rentrant chez moi, je me suis dit, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose, il faut vraiment que je centralise toute cette collection, que je la digitalise. En fait, tu as eu l'idée de faire une bibliothèque numérique de ta collection. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme les entreprises qui passent du papier au numérique pour leurs clients et ils doivent se passer par là. Et c'est le même cheminement que j'ai eu. Je me suis dit, c'est pas normal que tout ça dorme dans des placards, tout ça reste sur des supports. Même le DVD, hein, finalement, c'est pas très pratique en fait. Hein. Ça a dû te prendre un temps incroyable parce que là, je vois derrière, t'as pas mal de VHS, pas mal de DVD. Ça a dû occuper tous tes week-ends. Ouais, je me doute. Ouais, alors en fait, au début, je me suis vraiment concentré sur la technique, sur le Media Center en lui-même. Alors, il faut savoir que c'est des logiciels qui existent dans le commerce, c'est ce qu'on appelle des logiciels ouverts, c'est que tout le monde peut les utiliser et puis même les modifier comme bon lui semble. Et c'est ce que j'ai fait. Je les ai customisés à ma façon, je les ai manipulés jusqu'à temps que j'ai toute ma collection complète, enfin le début de toute ma collection, sur un écran, sur ma télé, et pas ailleurs en fait finalement, nulle part ailleurs. D'accord. Ouais, c'est impressionnant. Alors combien de temps par exemple t'avais 3000 cassettes, c'est ça, tu disais? Non, ça c'est ce qu'on dit, c'est ce que François dit sur internet, mais en fait il a mal compris, c'est plutôt 3000 matchs. 3000 matchs, bon, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, 3000. En termes de. Ça te prend combien de temps de transposer de la cassette à ton boîtier en termes de travail Ah bah c'est le temps du match en fait. Hein. D'accord, oui. Ouais, en fait il faut laisser la cassette tourner pour enregistrer un match. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que la grande majorité de mes matchs, de mes médias ne sont pas sur mes cassettes en plus. Ils sont issus d'échanges entre collectionneurs et tout. Ils étaient déjà digitalisés. La plupart de mes médias, de mes matchs de basket sont déjà digitalisés. Et je suppose que tu fais un peu de travail de montage derrière, parce que si ça a été enregistré à la télé, il doit y avoir de la pub, ce genre de choses. Est-ce que tu coupes ça? Est-ce que le son, tu fais un traitement dessus? Enfin, je sais pas. Ah oui. Ouais, complètement. Ouais. Bah, complètement, j'essaye d'optimiser au mieux la vidéo. Même moi, à l'époque, je me rends compte quand j'enregistrais mes VHS, des fois, je ratais les 5 premières minutes ou au contraire, j'enregistrais 10 minutes avant pour être sûr de bien enregistrer. Tout ça, j'essaie de le zapper et je rehausse un peu la qualité d'image ou de son hein, parfois. Voilà. D'accord. Alors, j'ai vu un super site qui est d'une qualité vraiment incroyable. Tes interfaces aussi, les menus pour se balader, c'est hyper interactif. En plus, moi, j'aime bien le petit visuel façon trading card aussi, parce que de temps en temps, tu rajoutes. J'adore les anecdotes liées à ça. Ça, pareil, ça a dû te demander un sacré travail et puis de recherche aussi. Alors, pas tellement en fait, hein, parce que, bon, déjà, si on veut bien préciser les choses, je suis graphiste de profession, donc forcément, ça aide. Donc pour moi, c'était assez facile, entre guillemets, parce que je fais ça depuis des années, et puis je suis dans le monde du basket, donc c'est une pure passion, donc je ne compte pas le temps passé. Mais au-delà de ça, quand j'ai voulu faire les visuels de chaque match, les références, elles sont venues naturellement. Je me suis dit, mais c'est évident que je vais inspirer des cartes qui existaient à l'époque. Hein. Alors, j'ai essayé de ne pas copier, c'est plutôt un hommage, mais forcément, il y a... Pour certaines d'entre elles, il y a une grande source d'inspiration, mais c'est plutôt un hommage, comme un hommage qu'il faut le voir. Quoi. Carrément. Moi j'aime bien parce que il y a ce côté statistique, l'image. Donc en fait, on voit tout de suite ce premier plan et puis après, autour, l'habillage du match, les infos, c'est super visuel. Ouais, alors c'est ça, j'ai envie de dire, qui était le plus long à faire et le moins marrant d'ailleurs, puisque vraiment les infos de chaque match, noter la qualité de l'image, noter le résumé du match, tout simplement aller chercher des infos sur internet de chaque match, le roster qui est en place. C'est vrai que les métadonnées liées à un média, c'est toujours une galère à saisir, que ce soit même pour une image ou pour une musique, c'est un enfer. J'ai envie de dire c'était ça le plus galère, quoi.
Pour certains matchs, par exemple, de Jordan, quasiment même tous les matchs de Jordan, je suis allé sur les archives du Chicago Tribune, en fait, le grand journal de l'époque. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, tous les matchs, le seul moyen de connaître un résultat d'un match, c'était dans les journaux, en fait, c'était dans les papiers. Et tous les résumés, y sont. Et maintenant, ils ne sont plus d'ailleurs, parce qu'il faut un abonnement. Mais j'ai eu la chance à l'époque d'y avoir accès. Et puis, ça a commencé comme ça, quoi, en fait. Ah ouais, donc c'est bien parce qu'il y a ce travail derrière d'aller chercher des données. Enfin, on se rend pas compte quand on se balade sur le site où on se dit tiens, je vais me balader, tout le travail en amont, et c'est ça qu'on aime bien souligner. Est-ce que tu as eu des appuis aussi, je sais pas, de la Fédé ou de la NBA ou des contacts autour de toi, ou alors tu as fait ton projet seul, et une fois qu'il a été créé, tu l'as révélé? Ouais, c'est ça, c'est plutôt la deuxième option, hein. C'est vraiment un projet de fan chez lui, dans son coin, que j'ai voulu faire. C'était vraiment avant tout pour moi, pour me dire, tiens, qu'est-ce que ça représente ma collection, où j'en suis, et puis tout centraliser. J'avais presque envie de dire, bah voilà, ma collection, elle est là, et point final presque. Et mon projet, il est fait, et puis j'arrête là. Mais bon, avec le temps, je me suis dit, voilà, peut-être je vais peut-être le montrer aux gens, peut-être ça va les intéresser. Ah ouais, non, c'est super. Et l'idée derrière, ce serait d'offrir comme un abonnement ou un accès, de pouvoir le commercialiser? C'est la question qui fait débat encore. Pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est pas du tout dans l'optique de commercialiser le projet. C'est évidemment très compliqué quand on parle en plus, il y a des histoires de droit, ouais. C'est ça que je me pose comme question. On peut pas faire ce qu'on veut avec l'NBA. On peut pas vendre un match. Il doit y avoir aussi les droits avec les chaînes, puisque c'est des enregistrements de l'époque. Enfin, j'y connais rien, mais ça doit être. À vrai dire, moi non plus, je sais pas comment ça fonctionne. Mais effectivement, quand TNT diffuse un match, ou NBC ou ABC, après, c'est vrai que la NBA quand même laisse relativement les gens manipuler les images. Il y a plein de vidéos YouTube, ils sont plutôt tolérants, contrairement à d'autres ligues où ils sont plus regardants. Ah oui, c'est vrai qu'il y a d'autres ligues. Pour ça, la NBA a compris que c'était intéressant de laisser les gens faire des montages, etc., parce que ça faisait parler, ça faisait de la pub pour leur sport. Bah, en fait, moi, je suis parti aussi d'un constat, hein, c'est que même au niveau de la NBA, il y a un gros manque à ce niveau-là, hein, de matchs rétro purs en quantité et de façon simple et facile. Après, il y a le League Pass, mais c'est pareil, je l'ai, mais il faut fouiller, quoi. Et puis, il doit pas tout y avoir. Voilà, il y a quelques matchs, c'est vrai, il y en a, mais il faut aller dans les menus, dans les sous-menus parfois. Ouais, je trouve que c'est un peu mal foutu là-dessus. Je suis d'accord, et puis là, la grosse plus-value, la qualité de ton travail, c'est qu'aussi on a quand même du match commenté en français. Donc au-delà de ça, on a le match en français, et en plus pour ceux qui ont connu, donc il y a ceux qui vont découvrir qui n'ont pas connu cette période, et il y a ceux qui ont connu la période et qui retrouvent cette saveur particulière avec Georges Eddy, tout ça. Les frissons quand tu parles de Georges Eddy, pour moi c'est incroyable. C'est toute mon enfance. Voilà. Je sais que ça forcément, hein, ça touche la fibre nostalgique pour tous ceux qui ont connu cette époque-là. C'est juste la pure magie, quoi. Et même moi, hein, de renumériser toutes ces images, je redécouvre des trucs que j'avais oubliés, et tout le monde qui me fait des commentaires vient me le redire. Ceux qui ont vécu cette période-là sont très enthousiastes, ont des étoiles encore dans les yeux, et c'est vrai que j'aime bien l'idée d'avoir le match en version originale, tel qu'il est passé à la télévision américaine, dans la ligue américaine, tel que ça s'est produit, et puis un match en version éditée, version Canal+, de chez nous, quoi, en fait, hein, j'ai envie de dire. Carrément, ouais. Ouais, non, je trouve que c'est une super idée. Et on va revenir sur l'aspect technique. Le boîtier, c'est toi qui l'as développé ou tu t'es inspiré? Parce que pareil, hein, techniquement, fallait aussi travailler cet objet. Non, en fait, je suis parti d'un prototype au départ qui était l'idée de base, c'était vraiment de le faire tout moi-même, hein, do it yourself. J'ai commencé par un boîtier en bois avec un Raspberry dedans. C'est un micro-ordinateur miniature avec des disques durs qui flottaient dans la boîte. Et, ça commençait comme ça marchait très bien, mais ce
c'était pas assez sécurisant, c'était pas assez viable pour que ça reste comme ça. Donc j'ai vraiment opté pour une box qui existe dans le commerce et qui accueille dedans déjà un disque dur en fait. Donc c'est un gros disque dur de 10 Tera, hein, c'est 10 000 gigas. Et déjà dedans on peut déjà en stocker pas mal. Et à partir de là, c'était beaucoup plus. Enfin, ça faisait beaucoup plus sécure, quoi, en fait. Ah non, c'est aussi un produit qui est fini, parce qu'on voit aussi cette box, on se dit ah ouais, je pourrais la brancher sur ma télé, on se projetterait presque de te la commander. Hein. Ah ben, c'est ça, hein, ma box elle est branchée à ma télé H24 et voilà, quand j'ai envie, je regarde un match, ça marche tout seul, il y a on-off. Surtout sans connexion internet, parce que moi c'est le coup de gueule que je fais, j'en ai marre des. Maintenant, tu veux une console, faut une connexion internet. Tu branches un jeu, faut attendre que le jeu se mette à jour. C'est relou, donc là au moins t'as tout sur un disque et ça marche bien. Alors c'est intéressant que tu dises ça parce que voilà, c'est aussi ça là, quand je parlais tout à l'heure de mon cousin qui nécessitait une connexion internet pour jouer un simple jeu vidéo. Et ben c'est exactement ce que j'ai pas voulu avec ma box, ne pas être dépendant d'internet, ne pas avoir des mises à jour ou des temps de chargement pour chaque match. Ça, je voulais absolument pas. Maintenant, ça va à contre-courant de tout ce qui se fait. Hein. Tout ce qui se fait aujourd'hui. Je trouve ça vraiment insupportable. C'est horrible. Et les publicités aussi qui sont. Parce que maintenant, on nous vend des super machines comme les PlayStation 5 et tout, mais c'est devenu des ordinateurs en moins bien finalement, et on est obligé de passer par la case internet si on veut profiter de toutes les fonctionnalités. Et ça, c'est vraiment il n'y a plus cette simplicité d'utilisation qu'il y avait avant sur ce genre de produit. Complètement. Et nous en tout cas moi qui suis de la génération magnétoscope, on peut se moquer, mais au moins le magnétoscope, quand tu appuies sur play, ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas d'attente, il n'y a rien. Et c'est un peu ce que je voulais retrouver dans le principe, c'est que voilà, je vois mon match, je le lance et ça part direct. Et je peux exactement. Quand je veux. Parce que maintenant, on passe quasiment autant de temps à configurer le boîtier qu'à regarder la vidéo. Enfin, j'exagère, mais on en est là, quoi. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Je voulais pas plein de manipulations, plein de. Ah, ça, c'est une super idée. Ouais, dans ton concept, ce que j'aime et ce que j'aimerais transposer aussi, c'est que par exemple, nous collectionneurs de cartes, on a quand même des fois des milliers. Et c'est pareil, des fois, ils sont dans des albums, comme tu disais, ils sont rangés. Et on va pas forcément aller les regarder, on se dit tiens, je sais plus si j'ai celle-ci, celle-là, et ce serait aussi largement transposable dans ton système de faire le même système, de se dire j'ai ma collection dans ce boîtier, j'ai pas besoin de collection internet. Alors d'une part, parce que c'est pareil, il y a les histoires d'assurance, on demande souvent les assurances d'avoir ces photos de ces cartes, déjà c'est une preuve qu'on a une collection, et pareil de pouvoir éventuellement passer d'une collection d'une année, ce serait vraiment une super idée. Bah voilà, c'est exactement pour ça que je trouvais le parallèle avec les cartes intéressant, parce que quand on a une collection et encore plus digitale, c'est très difficile finalement de quantifier ou de visualiser ce qu'on possède. En fait. C'est abstrait, quoi. C'est vraiment du numérique. On a un fichier, même Excel ou un fichier Windows, j'ai envie de dire un explorateur Windows où on voit tous ces matchs, mais c'est imbuvable. C'est imbuvable, ouais, on s'y retrouve pas, on sait pas où on en est. Enfin, c'est ça. Et très vite, j'ai voulu tout classer par saison, par joueur et par visuel aussi. Hein. Non, moi, j'admire le courage de faire tout ça parce que moi, j'aimerais aussi pouvoir bien tout classer, tout répertorier, mais ça prend un temps, mais c'est incroyable, quoi. Si tu le fais pas au fur et à mesure, c'est mort, quoi. Enfin, je sais pas comment vous arrivez à avoir le courage. Moi, j'ai commencé à le faire pour les cartes, j'ai abandonné. Hein. Ça prend un temps de fou, vraiment. Et j'avoue, ça m'a pris énormément de temps, surtout au début en fait, hein, le temps de vraiment de comprendre comment ça fonctionnait et puis de faire des erreurs et de revenir en arrière. Parce que souvent, quand on traite par exemple une saison de 100 matchs,
si je fais un visuel ou si je fais des infos pour toute la saison, si je fais une erreur, que je m'en aperçois à la fin, c'est l'erreur, elle multiplie par 100 à chaque fois. Ouais, faut tout recommencer, c'est une galère. Et après, je me dis, j'aurais dû faire comme ça. Ah bah oui, faut tout faire. Puis, après, c'est vrai que Adrien, tu soulignes que c'est long, c'est fastidieux, ça c'est sûr. Mais là, je vois l'engouement. On voit que les gens s'intéressent à ton projet. Il y a des gens quand même importants du basket qui découvrent ton nouveau projet et on voit qu'il y a un engouement. Donc ça doit aussi te dire, bon, je suis allé dans le bon sens. Ah oui, ça c'est... Il y a quand même un joli retour. Oui, après, comme je disais, au départ, je le fais uniquement pour moi. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça intéresse les gens, tant mieux. C'était le but. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un peu tout ça. Et puis voilà. Non, mais j'ai bien aimé le rapport avec les cartes parce que c'est vrai qu'on a tous des collections comme ça chez nous. Et ce que je voulais pas, c'est que moi, ça reste dans des disques durs ou de manière impersonnelle comme ça. Et c'est comme mes classeurs de cartes. J'aime bien les feuilleter de temps en temps. J'aime bien les trier. Chacun a ses méthodes de tri en plus. Et là, sur ma télé, c'est pareil. On peut choisir, on peut sélectionner ses matchs, les trier, choisir par joueur, par saison. Pour moi, c'est un peu, on est dans le même délire. Adrien, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire, parce que par rapport aux cartes aussi, je sais que Panini et d'autres grands éditeurs avaient fait des cartes animées, en fait, où il y avait comme une sorte de petit boîtier, et dedans, il y avait une petite vidéo d'action d'un match où il y en a quelques-unes qui circulent sur eBay. C'est des objets un peu bizarres. Ça ressemble à un petit boîtier presque. Ouais, un petit boîtier, et puis tu peux brancher un adaptateur électrique, et quand tu le branches, apparemment il y a du son et de l'image. T'as une action où il y avait même un joueur qui avait été filmé avec cette carte numérique, et on a pensé à toi parce qu'on se disait ce serait aussi une idée sympa. Oui, j'ai vu ça récemment. C'est toujours intéressant ça. De toute façon, je m'inspire un peu de tout ce que je vois, de tout ce qui s'est fait jusque-là. Ah ouais, non, mais c'est intéressant le numérique, mais d'avoir vu plus loin comme ça, et de cette bibliothèque, je trouve que ça c'est incroyable. Et moi de me dire que je pourrais avoir pareil le même système pour mes cartes ou des matchs pareil de baseball, je trouve que l'idée est super ingénieuse et on n'a pas vu ça ailleurs, ça c'est incroyable. Donc vraiment bravo pour ton travail, Jeff. Ouais, on est admiratif. Merci. Et le nom Ultime Media, c'est toi qui as créé? Quand est venu ce nom? Non, au départ, on était deux sur le projet, avec quelqu'un qui collectionne énormément de matchs aussi, beaucoup plus que moi encore, mais qui a souhaité rester anonyme. Et puis, c'est lui qui avait trouvé ce nom. D'accord. Et on avait trouvé que ça sonnait bien, que ça allait bien avec le thème, quoi, en fait. Très bien. Donc vous êtes deux, mais c'est toi qui est tête d'affiche. En fait, moi j'étais plutôt au départ à l'origine du projet, sur l'idée générale et sur la technique. Après, je me suis fait aider pour aussi remplir avoir un nombre de matchs conséquent, et puis j'imagine, et puis d'autres personnes qui m'aident, j'en profite pour les saluer aussi parce que c'est des gens qui m'aident aussi. Ils t'aident aussi à saisir les métadonnées, ce genre de choses, ou oui, ça m'est déjà arrivé, ça. D'accord. Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est sympa. Tiens, maintenant c'est ce que je fais systématiquement d'ailleurs sur des matchs où j'ai pas d'infos. C'est très difficile, même sur internet, il n'y a pas tout finalement. Et je demande à des gens, tiens, est-ce que tu pourrais pas fouiller un peu, me trouver des infos sur tel ou tel match? D'ailleurs, c'est ça la force des grands sites sur internet, c'est qu'ils font tout saisir par les utilisateurs. Et quand on est tout petit, faut tout se taper à la main, et c'est là où il y a du boulot. D'ailleurs, c'est un peu ça, pour en revenir un peu à la technique et au design un peu des visuels que j'ai pu faire. On se demande toujours comment les gens de chez Perdec ou de chez FLIR ils ont fait. D'ailleurs, c'était très intéressant dans votre dernier podcast où la personne elle expliquait un peu comment elle avait designé les cartes. Elle allait à l'imprimerie, constater, voir si c'était OK et tout ça. Et moi, je sais que je passe énormément de temps
à faire les visuels, forcément. Mais est-ce que chez FLIR, chez Hyperdeck, ils avaient d'autres systèmes de façon de concevoir leurs cartes pour une équipe, par exemple, qui s'occupait de détourer les joueurs, une autre équipe qui s'occupait uniquement des textes sur les cartes. Ça, j'aimerais bien savoir un jour comment ça peut se puis passer. ça a évolué sans doute, parce qu'elle, Jean, elle nous expliquait que elle s'inspirait vraiment d'art au musée. Elle avait une inspiration qui était en dehors du sport US, et son mari un peu plus technique du sport. Et c'est vrai que bon, elle a eu le premier Mac, donc je pense qu'il y avait des logiciels, mais ça devait être une plus petite équipe. Alors que maintenant, je sais pas, sans doute c'est peut-être comme tu dis des équipes. C'est les photos, les joueurs, c'est peut-être plus mécanisé ou standardisé. Ouais, je sais pas, mais ça moi reste intéressant. J'ai peur que maintenant ce soit presque automatisé sur certaines étapes et que ce soit un peu toujours les mêmes process graphiques et pour gagner du temps et de l'argent, tout simplement. Elle nous l'a dit, par contre, le budget. Par contre, c'est vraiment dommage parce que du coup, la variété de cartes et l'originalité des cartes, il y en a moins. Ça perd en charme. En fait, elle disait que le budget qui était alloué au design, au travail de la recherche de la carte, est passé dans les jerseys, les autographes pour payer les joueurs ou ses maillots. Donc forcément, derrière le département design, il en prend un coup. Ouais, forcément. Et ça, Et du coup, en fait, j'ai été confronté un peu à un petit problème aussi, c'est que en s'inspirant des cartes, forcément, une carte, quand on la tient dans la main, on la regarde, on est à 40, 50 cm, alors que quand on la projette sur un écran, sur sa télé, c'est pas du tout le même rapport, la même échelle et tout ça. Donc je pouvais pas faire non plus exactement pareil que les cartes. Et en plus, le papier, l'impression, ça n'aura jamais son pareil sur un écran. Non, mais clin d'œil, on le comprend tout de suite, en tout cas. Et, tiens, d'ailleurs, j'ai une question un peu technique. Il y a plusieurs types d'écrans. Et est-ce que tu adaptes ton format vidéo en fonction des résolutions? Comment ça se passe? Non, c'est la box qui a la volée gère la résolution. Généralement, c'est soit 720p pour les anciennes télés, soit du 1080p. Et bon, il faut savoir qu'en fait, tous ces vieux matchs, on parle vraiment de matchs qui ont eu lieu il y a plus de 20 ans, c'était en 4 tiers leur résolution. Ouais, du coup, tu as les bandes noires et tout, c'est ça? Alors, sur la box, c'est possible c'est ça aussi qui est bien. Oui, tu peux les tirer. Voilà, tu peux choisir un 4 tiers, 16 neuvième, comme tu veux, en fait, suivant ce que tu aimes, en fait. Ah, super. D'accord. Et alors, dernière question pour finir, quel est le match que tu as le plus regardé? En fait, je crois que c'est simple, mais je crois que c'est la première cassette vidéo que j'ai eue dans les mains d'un match de Jordan de mars 93 contre les Pistons. Ouais, je me souviens encore, c'est mon cousin qui me la donne comme ça, qu'il avait enregistré sur Eurosport. À l'époque, Eurosport passait de la NBA. Et voilà, je l'ai vu des dizaines de fois. Et même ça m'est arrivé de la revoir quand je rentrais chez mes parents, quand je faisais mes études. Je regarde un match, ça me fait plaisir, en fait. C'était la rivalité à l'époque, Piston Chicago. Carrément, c'est ça. Ok. Bon, et t'as Jordan et t'as d'autres joueurs que tu admires, enfin que tu aimes regarder ou... Ouais. En plus, je suis pas resté non plus bloqué dans ces années-là. Je suis aussi beaucoup la NBA actuelle, le basket et le sport US en général actuel. J'aime aussi LeBron James beaucoup. D'accord. D'ailleurs, parce que je sais qu'il y a toujours des débats pour les fans de basket qui comparent un peu les époques. Toi, t'as une préférence ou... Parce que le style de jeu a évolué quand même vachement. Ouais, alors on est d'accord, c'est deux mondes différents, c'est vraiment des époques différentes. Il n'y a pas à dire, ça n'a rien à voir même. Maintenant, ça shoot du parking, alors qu'avant, c'était vraiment un basket plus rugueux. C'est impressionnant, même à ce niveau-là, le changement de style. Et même les joueurs, finalement, ils sont beaucoup plus techniques aujourd'hui. Ils ont un bagage. Bien sûr, même les gros pivots, maintenant, ils shootent tous à 3 points. Il y en a très peu qui ne savent pas shooter. Enfin, c'est incroyable. Mais alors qu'à l'époque, c'était pas qu'ils manquaient de technique, mais ils étaient beaucoup plus spécialistes. Chacun avait son bien sûr. précis sur le terrain et s'y tenait, en fait. Non, j'ai pas d'époque, j'ai pas de préférence. Je dis pas que c'était mieux avant, mais forcément, comme je suis
comme j'ai commencé dans ces années-là, j'ai toujours une préférence particulière. S'il y a de l'affect, ouais, voilà, c'est ça, il y a de l'affect. C'est vrai que c'est toujours difficile de juger quelque chose quand on a eu un coup de cœur ou de l'affect. C'est impossible. Parce qu'on est forcément moins objectif. C'est clair. Je compare toujours ça un peu aux jeux vidéo rétro, en fait. Donne un Mario Bros à un jeune d'aujourd'hui, jamais il va y jouer, quoi, je pense. Alors que pour nous, ça a une valeur sentimentale. Et le basket, c'est un peu pareil. D'accord. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, Jeff, d'avoir répondu à nos énormément. questions. On mettra en lien tous tes médias, le site, Twitter, enfin Instagram. C'est vraiment un super boulot et on te remercie encore d'être venu nous voir. Ouais, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Franchement, merci. C'est plaisir. Ça roule, allez. Merci, à bientôt. Allez, ciao. À bientôt. Ciao. Mais, allô? Mais, quelle est cette musique? Allô? Maître Magouille? Allô? Qui est à l'appareil? Bah, c'est Greg de Podcart. Oh là là, Greg, même pendant mes vacances, vous m'emmerdez comme ça. C'est incroyable. Je commence vraiment à pas savoir quoi penser de vous. Heureusement que votre compère Adrien est vraiment génial. Oui, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est moi qui vous appelle. Donc, Adrien, vous l'aimez bien parce que vous l'avez jamais en ligne. Eh ben, c'est exactement ça. Quand les gens ne me dérangent pas, je les adore. D'accord. Mais dites-moi, vous êtes où, là? Quelle est cette musique? Ça me dit quelque chose, ça? Bah, je suis en Grèce, mon pote. Je profite des vacances. Mais alors, vous êtes en Grèce, mais vous êtes au magasin Trezen Chase de Xavier? Alors, oui, je suis passé le voir. Alors, il est très sympa, ce Xavier. Par contre, je comprends pas. Il a pas voulu acheter ma petite série de Zion Williamson One sur One, fabriquée à partir de papier recyclé provenant d'Afghanistan. D'accord. C'était une affaire en or, il a pas voulu. Je lui ai proposé ça pour la modique somme de 3 000 €. Vous l'avez creusé où, Xavier? Parce que ce matin, je l'ai eu, il était pas au magasin. Bah, il était sur la plage en train de bronzer. Vous vous baladez avec je bronze aussi. votre slip, voilà, façon, les bronzés font du ski, et vous avez une carte dans le slip. Alors, non, pas façon bronzer fond du ski, j'ai acheté le maillot de bain collecteur de Borat. Ah oui, c'est vrai. Celui que l'acteur portait dans le film. J'ai exactement le même. Et d'ailleurs, je suis accompagné de Mathilde, qui est ultra sexy dans son petit bikini à côté de moi. D'accord. Et je peux vous dire que je l'ai emmené pour le business. Oh, il y a une progression. Donc je vois que on commence à bien s'aimer. Alors, je ne dirais pas ça comme ça, mais c'est bien d'essayer de trouver l'amour, mon petit Greg. Je disais, donc j'ai emmené Mathilde pour le business. Parce que bon, bien sûr, l'été il fait chaud, tout ça, on veut avoir des corps de rêve, un peu comme mon corps. C'est pour ça que Mathilde me suit partout. Les phéromones, tout ça, l'attirance, ça se contrôle pas. Le business non plus, l'argent, bon bref. Alors, voilà mon nouveau business. L'autre jour, je voulais bronzer. Je vais dans un magasin pour acheter du monoeil. Qu'est-ce que je vois? Impossible de trouver du monoeil en Grèce. C'est introuvable. Alors je fais comment moi pour me bronzer des tétons? Eh ben, j'ai décidé de lancer ma propre marque d'huile d'olive de bronzage 100% grecque, fabriquée avec des olives roumaines. Et parce que les olives roumaines sont moins chères que les olives grecques. D'accord, bon. Il faut bien que je fasse du bif. Je veux bien, mais alors, encore une fois, vous n'êtes plus trop dans les cartes, donc vous me reprochez de pas vous faire de pub. Si. Mais en fait, où sont les cartes dans cette histoire d'huile d'olive, de bronzage? Mais c'est comme les chips Colby, je colle une carte dessus. Ah, d'accord, et comme ça, vous avez les mains bien graissées, là, et vous prenez votre carte, elle est fichue. Voilà, et après les gens me disent « Ah, ma carte est abîmée, il me faudrait un appareil pour les réparer. » Bah j'ai dit « J'ai ce qu'il faut. » Très bien, j'ai un scanner réparateur de cartes. Là, vous êtes malin. Bon, bah écoutez, Maître Magouille, le business. je pense que je vais vous laisser sur ce petit air de Sirtaki. N'abusez pas trop de... C'est quoi la boisson déjà de Grèce? La boisson de Grèce? Du Slim Fast pour maigrir. Pour enlever les graisses. Faut du Slim Fast. Vous êtes incorrigible. Bon, bah écoutez... Non, c'est le ouzo, l'alcool. Voilà. Mais bon, très bonne réplique. Écoutez, je pense qu'il y a un petit business à faire là-dessus. Je vous souhaite de bonnes vacances. Sur le ouzo ou le Slim Fast? Les deux. Merci bien. Un Slim Fast goût. Merci bien. ouzo. Ah
Ah ouais, goût ouzo pour les alcooliques, c'est du génie. Je retiens l'idée, mon cher Greg, et je vais sûrement commercialiser ça prochainement. Très bien. Et bah écoutez, Maître Mago, je vous dis à très revoir. bientôt. Tremblez les auditeurs, c'est l'heure du tant attendu jeu concours et de l'annonce du gagnant, mon Greg. Yes. Qui a gagné les magnifiques objets provenant du pays du soleil levant. C'est Michael sur Facebook, sous le pseudonyme sur Instagram aussi, qui est connu, un des collectionneurs de trading cards en basket, je crois qu'il fait Johan Petro. MDVDT, donc Michael, bravo, tu remportes ce lot spécial Japon, je pense que tu ne seras pas déçu du voyage. Voilà, donc n'hésite pas à contacter Greg ou Podcart sur les réseaux sociaux pour recevoir ton magnifique lot. Ce sera Greg qui te répondra, c'est lui qui s'occupe de ces choses-là, parce que c'est le meilleur et que moi, j'en fous pas une. Voilà, soyons honnêtes. C'est ça, tu es le spécialiste des giveaways. Exactement. Voilà. Greg fait un énorme boulot sur les réseaux sociaux, sachez-le. Moi, j'essaie de faire semblant, mais en fait, je suis pas un mec social. Alors, bref, on s'en fout. Aujourd'hui, là, c'est l'heure d'annoncer du lourd. Qu'est-ce qu'on peut gagner pour cet épisode? Dis-moi, sur ta super console, t'as pas un roulement de tambour là, parce que je rajouterai ça au montage. Ah, c'est beau. Non, parce que là, clairement, 13 Chase, donc qui est basé en Grèce, qui est distributeur Panini, qui fait tous les sports US, qui a un site incroyable. D'ailleurs, on va le recevoir très prochainement pour nous parler de son magasin. C'est Xavier, qui depuis le début de l'aventure de Podcart, est pareil, hein, je le connaissais d'avant, qui est à fond pour la promotion du hobby, de la passion, qui m'a contacté il y a quelques temps, m'a dit « Écoute, c'est génial votre jeu concours, je t'envoie une boîte, si ça vous fait plaisir. » Bah nous, tout de suite, génial. Et là, mon Adri, qu'est-ce qu'il nous a envoyé, Xav? Il nous a envoyé une boîte de Panini Contender Hobby Box, donc c'est la boîte à 500 boulasses. Voilà, 500 boulasses. Enfin bon, après, c'est même pas une histoire de boulasses, mais c'est juste pour vous dire que non, mais c'est incroyable. C'est un lot de malades. C'est incroyable. Donc là, si on n'a pas 1000 merci Xavier. Merci Chase and Trade. Ouais, participez s'il vous plaît, ce serait cool. 13 and Chase. Mais c'est ce que j'ai dit. Ah non. Trade and Chase, excusez-moi. Je m'excuse Xavier. Merci infiniment. C'est incroyable le soutien qu'on a de tous mes partenaires. Alors pour gagner cette boîte, que faut-il faire? Eh bien, c'est moi qui ai trouvé l'idée du siècle. Prenez en photo votre 5 majeurs de rêve, mais faut que les joueurs soient sous forme de trading card. Donc, soit avec des cartes de votre collection, soit avec des cartes que vous récupérez sur Internet. Vous nous faites un petit montage. Et votre 5 majeurs, donc NBA ou basket international. Oui, voilà. Et donc un meneur, un poste 2, un poste 3, un poste 4 et un pivot. Et vous postez la photo sur les réseaux sociaux. En n'oubliant pas de retweet et de follow Podcart et 13 Chase, bien sûr. Bien évidemment. C'est et il y aura un tirage au sort pour faire gagner ce magnifique... Voilà. Et là, je pense qu'on se mettra en costard pour le tirage au sort, parce que là, c'est quand même un sacré lot. Merci beaucoup. Donc, on remerciera jamais assez, que ce soit Copcart, la Geek Factory, tous ceux qui nous ont envoyé des lots depuis le début de l'aventure. Malgré que nos audiences chutent des fois. Ça chute. Je rate même pas. Pour moi, c'est déjà trop. Fout. Non, mais voilà, on s'éclate et on a du soutien et c'est ça qui nous fait plaisir. Et voilà. Faudra vraiment mettre un costume. Parce que c'est un problème pour moi. Je fais partie de cette race de mecs qui n'ont qu'un seul costume, que je mets pour les mariages, les enterrements, il fait tout. C'est un costume universel. Les bar mitzvahs, j'en ai qu'un. Bon, écoute, en tout cas, merci encore à Xavier et à vous de jouer. Merci Trade and Chase. Yeah. Et bisous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode un jour. Des bisous.